Attention, ce podcast contient des récits de situations de violence conjugale et sexuelle. Moi, mon prénom c'est Emmanuel, j'ai 56 ans. Certains vous diront c'est pas vieux, t'as encore beaucoup de temps à vivre, j'en sais rien moi. Donc aujourd'hui, je souhaite parler pendant que j'en ai la force. Gus, c'est une perfusion. Et vous êtes sous perfusion dès les premiers instants que vous êtes avec Gus. Vous êtes dans un schéma, un système qui, physiquement, si vous voulez, c'est comme s'il me mettait la tête sous l'eau tout le temps. Je reprends une bouffée d'oxygène et c'est trop déjà pour lui, donc il me rappuie la tête sous l'eau. Et c'était comme ça constamment, en fait. Avec du recul, j'ai vécu comme ça pendant 5 ans. 5 ans, elle me demandait combien de temps je vais pouvoir respirer. Mais je ne savais pas qui me mettait la tête sous l'eau. Je ne pensais pas que c'était lui qui me mettait la tête sous l'eau. Et quand j'en parle, je peux passer pour une dingo aujourd'hui. Parce que je le dis ouvertement, ce qui m'est arrivé. Il m'est bien arrivé ce qui m'est arrivé. Je ne l'ai pas inventé. Et pourtant, pendant 5 ans, j'étais dans le déni total et j'ai véhiculé l'image d'une personne qui allait bien. J'ai été violée, j'ai été droguée. Bon, c'est viol sous soumission chimique. En septembre 2024, le monde a découvert le courage de Gisèle Pellico. Pendant 4 mois, chaque jour, au tribunal d'Avignon, elle est venue témoigner et réclamer justice. Merci à toutes ces femmes et merci à vous, monsieur. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Au même moment, la France découvrait un autre mot, la soumission chimique. La soumission chimique, c'est l'administration à des fins criminelles ou à des fins délictuelles de substances psychoactives à l'insu de la victime. Le cas Gisèle Pellico n'est pas isolé. En 2022, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé 1229 signalements pour soumission chimique. Ces chiffres sont largement sous-estimés. Selon les associations de défense des victimes, plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient concernées. Je m'appelle Loris Géco et pendant 6 mois, avec Claire Terry, nous avons enquêté sur la soumission chimique pour comprendre le parcours des victimes, mais aussi leurs difficultés judiciaires. Dans le premier épisode, nous partons à la rencontre d'Emmanuel. Elle dresse le portrait de Gus, elle a passé 5 ans avec lui, et aujourd'hui, elle l'accuse d'avoir profité d'elle. Vous pourrez lire les réponses de l'avocat de Gus en annexe de notre site internet. À son insu, le podcast. Épisode 1. Emmanuel et Gus. Réalisé par Loris Géco et Claire Terry. Paris-Est, le terminus de ce train. Avant d'en descendre, assurez-vous de n'y avoir rien oublié. Prendre garde à l'intervalle existant entre le marchepied et le leader de votre descente. Mesdames, messieurs, j'insiste encore une fois, n'oubliez rien à bord. Merci de votre vigilance. Nous sommes Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, ok, parce que j'arrive. Alors, Audrey, enchantée, moi c'est Emmanuel. Oui. Je suis en fait quelques jours ici. Ouais. Et en fait, mes hôtes sont Claire et Loris. On s'est croisés ce matin au petit-déj. Ah bah c'est cool. Bah voilà, je voulais vous présenter et je leur présente les deux pour qu'ils se repèrent. Ouais. Et Red me disait que j'allais pouvoir, avec Claire et Loris, investir une salle. Oui. Et la salle là-bas, je sais à peu près où c'est. Ok, parfait. Chez Loïc. Ouais, parfait. Ça, c'est Nickel. parfait. Donc on va s'y mettre, je vous le dis. Et puis, moi, mon prénom c'est Emmanuel, j'ai 56 ans. Je suis maman de 4 filles qui sont aujourd'hui majeures. J'ai été mariée 17 ans. J'ai toujours travaillé pour gagner ma vie. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation un petit peu délicate, un passage de vie éprouvant. Pour me reconstruire aujourd'hui, c'est très délicat.
La Emmanuelle de 2015, en fait, j'étais très fatiguée et très déçue. Je me sentais très seule et pourtant très entourée. Je m'étais vouée à l'éducation de mes enfants et je n'ai pas pensé à moi à ce moment-là. Et j'étais sur la détresse, en fait, de la fermeture de mon chantier naval qui m'a beaucoup affectée parce que c'était un projet dans lequel j'ai aussi beaucoup cru et je me suis sentie, en fait, un peu stupide parce que je ne le vivais pas bien et que je n'arrivais pas à en parler. Ne pas pouvoir converser avec mon époux et lui dire quelles étaient mes détresses, en fait, par rapport à ce phénomène. J'avais pas pris le temps de comprendre que j'étais, déçue et dans l'épuisement. Donc pour me relancer, je n'y arrivais pas et je tournais en rond par rapport à mon état, certes, un peu cabossé psychologiquement et j'ai pas compris que j'étais, déjà en dépression, en fait. Et j'ai eu besoin que l'on pense à moi, qu'on s'occupe de moi et dans ma vie est arrivé, Gus, on va l'appeler Gus. Gus qui en fait, faisait de la voile, je naviguais aussi. C'est comme ça qu'on s'est connus en fait sur les réseaux sociaux puisqu'on avait des points communs et qu'on était abonnés à peu près aux mêmes, les groupes de partage, des pages et par le biais de son compte personnel, il a commencé à commenter mes posts puisque je faisais beaucoup d'événements sportifs. Assez rapidement en fait, il a voulu me rencontrer physiquement et il est arrivé, un week-end prolongé avec son fils pour passer un week-end avec nous et on a sympathisé mais je ne pensais pas que ça aboutirait sur, une quelconque histoire, sentimentale. En fait, il m'a plus lâchée, quoi. Il m'a constamment envoyé des messages jusqu'à être omniprésent. Il m'a proposé après un convoyage avec un bateau qui s'est avéré, ne pas être le sien et il me semble qu'il ne devait pas avoir d'assurance puisqu'il ne devait pas utiliser de bateau qui n'était pas à lui à ce moment-là. Mais, un bateau d'une valeur de 120 000 € qui était totalement financé par la précédente victime. Charlotte est une amie de longue date de Gus. Elle le connaît depuis la fac. Elle nous a raconté une histoire similaire à celle d'Emmanuel. Elle venait de se séparer de son compagnon et souhaitait passer du bon temps avec Gus, en toute amitié. Plusieurs fois, Gus lui a proposé de voyager sur son bateau avec lui. Elle a accepté parce qu'elle nous dit adorer la voile. Petit à petit, elle dépeint le portrait d'un homme très insistant. Il l'a forcé plusieurs fois à avoir des rapports sexuels ou des baisers. Selon elle, il adopte un comportement inadapté. Il s'impose dans ce qui ne le regarde pas. Et quand Charlotte nous en parle, elle ne se considère pas comme une victime. Elle ne dit pas avoir été violée. Pour elle, c'est une erreur de parcours qu'elle associe à son besoin de réconfort sur le moment. D'un autre côté, elle reconnaît qu'elle finissait par céder face à la pression de Gus. Quelque chose de très étrange s'est passé puisque je n'ai plus réussi à faire marche arrière. Donc je suis, restée quelques jours avec lui et puis il a fallu que je revienne à la vraie vie. En fait, c'est comme si je m'étais mis ma vie entre parenthèses. Plus rien n'existait, plus rien n'importait, c'était, comme si, j'étais sur mon petit nuage, que j'avais, envie de vivre cette vie qui me semblait, répondre à tous mes besoins et qui en fait s'est avérée complètement, faussée, totalement dans le mensonge. Et cette personne, Gus, ment, mais à longueur de temps. Tout est faux, tout est basé sur du faux, du fake. Mais quand vous êtes, normalement constitué et sensible malheureusement à côté, en fait vous pouvez pas douter que tout est mensonge. Ça tient la route, c'est un scénario, un peu impressionnant mais bien écrit, bien ficelé. Il me plaisait pas du tout. Je ne serais pas allée vers cette personne si, de mon propre gré, j'étais aussi dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Il faut savoir que j'étais mariée depuis 17 ans et que j'avais pas l'intention de tromper mon mari. Mon mari et moi, nous nous sommes toujours dit que s'il y avait des failles dans le couple, on en parlerait avant de prendre une décision qui, serait en fait irréversible. Là, ça s'est passé tellement vite. En fait, j'étais pris de court. On est très écervelés dans ce cas-là et il y a quelque chose qui fait qu'on ne réfléchit plus et on se complaît dans une situation qui, en fait, répond à nos demandes qui n'étaient pas, assouvies. Il a répondu à toutes mes demandes, en fait.
dans un moment un petit peu perturbé, pendant lequel j'étais perdue. C'est très étrange, alors que normalement, je me sens très en capacité de dire non. Là, je pouvais même pas dire non, j'avais pas envie de dire non. Et il fait même lister, et c'est un peu, ça interpelle après coup. Il vous donne une page blanche, il vous fait des colonnes, il vous dit: «Voilà ce que tu aimes, voilà ce que tu ne veux plus dans ta vie». Donc en fait, il vous cerne dès le début, en fait, et c'est tellement flagrant que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas compris à l'époque. Il y avait des choses qui me perturbaient dans son comportement, et pourtant je suis restée avec lui. Il y a eu beaucoup d'allées et venues de ma part, puisque je partais et j'étais pas bien. Il y avait des choses qui me perturbaient tellement que je pouvais pas, en fait, rester et concevoir de vivre avec lui. Mais il s'occupe de vous, il prend du temps pour vous parce que de toute façon, il n'a pas de travail. Et moi, j'étais persuadée qu'il avait un travail. Et vite fait, en vivant avec lui quelque temps, j'ai compris qu'il n'avait pas de travail. Il n'y a pas qu'une manipulation. Il y a eu des médicaments. Il y a eu de la sédation. C'était quotidiennement, et quotidiennement, j'ai vu que je dépérissais très vite. Je perdais mes forces, je perdais mon envie de vivre. Et pour moi, la vie était belle avec ces petits moments difficiles. Mais là, j'avais l'impression que j'étais dépressive, et de plus en plus. Et en fait, il n'arrêtait pas de me dire que j'étais autiste Asperger. Il mettait en doute mon équilibre psychologique. Il m'incitait à côtoyer des psys et à être suivie par des psys. J'étais tombée dans un engrenage qui a été le même que les précédentes victimes. La précédente victime m'a décrit les mêmes étapes, nous faire croire que nous étions dérangés psychologiquement, et surtout nous endoctriner jusqu'à nous faire croire que nos enfants ne nous aiment pas. Et je l'ai cru. Nous avons contacté l'avocat de Gus pour qu'il nous livre sa version des faits. Il nie tout ce qu'Emmanuel raconte. Nous allons vous lire quelques-unes de ses réponses. Elles sont disponibles en intégralité sur le site internet assoninsu.com. Je vous confirme que les plaintes pénales déposées par madame à l'égard de monsieur ont toutes été classées sans suite. Monsieur n'a jamais été condamné pénalement et n'a même jamais été poursuivi. Le tribunal correctionnel, confirmé par la Chambre des appels correctionnels, a condamné cette dernière pour diffamation suite à son interview diffusée par un site web. Dès qu'il n'avait pas son enfant, il venait me voir. Et c'était lui qui choisissait le rythme de nos rencontres et pas moi. Donc il s'imposait beaucoup à moi. En fait, vous devenez un objet pour Gus. En fait, je l'ai connu en juin 2015. Et nous sommes partis en Martinique. Lui, il est parti en juillet 2016 et je l'ai rejoint au mois d'août 2016. Mais je passe un mois de juillet 2016 avec mes filles dans notre maison de vacances. Ça se passe assez bien, mais c'est compliqué pour une mère de cacher le fait qu'elle va partir, parce que je sais qu'une de mes filles en est consciente. Je vais partir. Elles savent déjà. C'est fou, hein? Elles le savent. Parce que j'ai laissé transpirer certainement des infos. Parce que je ne sais pas cacher les choses à ce point-là. Et pourtant, pendant 5 ans, j'étais dans le déni total et j'ai véhiculé l'image d'une personne qui allait bien sur la demande de Gus. Montre des bonnes photos, même ma psy me le disait. Montrez des choses qui sont positives, que vous vivez des bonnes choses, pour que vos enfants aient plus l'envie en fait de venir vers vous. Et sachez que peut-être même vous les inviterez et qu'elles viendront en Martinique. Je ne veux pas les perdre, mais je me rends compte qu'il a certainement raison, Gus. Je les ai accompagnés longtemps et c'est un ras-le-bol général en fait. Je vais partir, mais c'est pour aussi moi vivre. J'ai le droit d'avoir une vie en fait. C'est pas parce qu'on est maman depuis l'âge de 24 ans qu'on a eu envie d'avoir des enfants qu'on doit absolument vouer notre vie à nos enfants. Bien si, pas le choix. Tu as fait des enfants, tu dois vouer ta vie. Mais il y a aussi une vie de femme. Et lui, il a mis en exergue en fait le rôle de la femme pour être une femme et amoureuse et avoir droit à une vie amoureuse avant d'être maman. Il faut savoir aussi que je ne peux pas faire demi-tour. C'est très important parce que matériellement parlant, mes affaires sont déjà là-bas. Moi, j'avais une vieille Jeep retapée, voilà, que j'adorais. Donc, elle était partie dans les containers avec nos affaires. Le container arrive avec toutes les affaires, les véhicules, mon 125, en Martinique. Moi, je suis encore en métropole. Les choses arrivent là-bas, lui, il est déjà là-bas, et il réceptionne les choses, et il m'envoie des photos pour me dire, tu vois, ça va être idyllique, tout ça, il vend bien le produit, quoi. Et en fait, moi, je culpabilise, je commence à cogiter, et puis j'ai encore un véhicule en métropole, puisqu'on roule avec.
Et ce véhicule, il va s'avérer que je vais le laisser à mon ex-mari parce que j'ai vendu tous les véhicules. Donc je pars le 4 août et je prends un train, je prends un avion et j'arrive en Martinique. Et là, j'ai plus de contact avec ma famille. Là, ça commence déjà. Il y a une cassure, plus rien. Et je vois encore mes enfants au moment où je pars de la maison de vacances qui grimpent sur les palissades et qui me font des coucous. Qui dit tu vois maman, cette couverture, je la garderai toujours, c'était ma couverture. Une couverture en laine qui est très jolie. Et en fait, c'était comme si elle savait que j'allais pas revenir. Et j'ai quand même failli ne pas revenir physiquement, parce que j'ai failli y rester. Ouais, il vient me chercher à l'aéroport avec ma voiture. Puis il y a un côté un peu prétentieux, riche, machin, flambeur. C'est quand même ma bagnole, j'ai l'impression que c'est la sienne. Enfin, c'est un truc bizarre, une atmosphère bizarre. Nous rentrons dans la maison et là, une grosse déception parce que quand j'ai mis le pied dans la maison, j'ai compris que j'avais oublié mon sac à dos de photo. Je fais de la photo. Et là, je réalise, grosse frayeur, j'ai oublié dans le train mon sac à dos. J'ai fait une connerie de venir en Martinique, il se passe un truc qui me rappelle à l'ordre. Et j'éclate en sanglots et là, il me dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, je vais appeler les objets trouvés. Il me retrouve mon sac à dos aux objets trouvés à Montparnasse. Et il le fait tout de suite, il est vachement cool. À beaucoup de reprises, en fait, j'ai trouvé que des choses étaient beaucoup plus fluides que si je les avais assumées seule. Et lui, il a un don pour arranger la chose. C'est comme s'il avait claqué des doigts et tout se passait bien, quoi. Mais je me repose tellement sur lui que ce qui me sauve, en fait, dans cette situation des 11 mois en Martinique, c'est que la plupart du temps, il va travailler. Il n'est pas là. Et je fais ce que je veux dans la journée. Et mes journées sont super chargées parce que je fais plein de choses. J'ai une passion pour tout ce qui est graines et plantes. Et en fait, je vais à la rencontre des habitants dans des lieux improbables, même limite dangereux, disait-il. En fait, c'était pour éviter que je bourlingue et que j'aille à droite à gauche. Vous voulez plutôt que je reste comme un meuble dans la maison, attendre que ça se tasse, et moi, c'est pas mon truc, donc il faut que je bouge. Emmanuelle s'active et voyage sur l'île. Selon elle, Gus commence à recevoir plusieurs de ses amis. Elle se charge de les emmener visiter la Martinique. Elle dit payer tous les frais de ses déplacements et s'occuper intégralement d'eux, sans aucun retour. Devant eux, je dis ouais bon, c'est ce que je vous dis, je ne suis pas gentille organisatrice, j'ai autre chose à faire. J'en ai un peu ras-le-bol, je leur dis devant eux en fait. Et eux, ça les choque parce que tout est dû, ils viennent et il faut qu'ils soient comme des petits touristes. Mais il me fait j'ai un truc à te dire, est-ce que tu peux monter? À peine dans la chambre, il me fout une baffe. Ouf. Et là, il me dit et puis tu te tais. C'est un truc hyper bizarre parce que c'est un truc que j'aurais jamais dû accepter. Je n'ai pas accepté vraiment, mais je me suis mis de l'eau sur le visage. Je suis restée dans la chambre, j'aurais dû redescendre en disant voilà, j'ai eu une baffe. Mais ça fait la petite gamine qui se fait respecter par son père parce qu'elle a mal agi devant d'autres adultes, ça se fait pas. Mais même mes parents, ils m'ont jamais fait ça en fait. S'ils ont un truc à me dire, ils vont me le dire devant tout le monde en direct. Là, c'est à huis clos, une baffe, je te bouscule sur le lit, quand tu seras calmé, tu redescends, du style, t'es une petite gamine. J'étais très humiliée. Et j'ai même pas dit, en fait, quand je suis redescendue, ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, vous vous sentez comment? Super mal. J'observe et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'avais envie de partir et je dis: «Non, parce que je vais passer pour, la dingo. C'est vous qui passez pour, l'hystérique, la débile». Mais merde, je suis chez moi aussi, en fait, après tout. Et je fais comprendre pendant la soirée que je vais pas tarder et je pense que j'ai été bien sédatée ce soir-là parce que j'ai pas tardé à aller me coucher. J'étais très fatiguée. Et le lendemain, tout recommence comme si de rien n'était, on repart pour un tour, quoi. Et les gens, je suis au maximum agréable avec eux parce qu'ils ne sont pas concernés, que j'ai décidé de ne jamais être une femme battue. On ne peut pas taper une femme et ça, c'est inconcevable. Donc je commence à flipper, mais je me dis, après tout, la plupart du temps, il n'est pas là. Après cet épisode de violence, Emmanuelle dit s'être effacée. Elle suit le cours de sa vie, mais elle sent que quelque chose ne va pas. En décembre 2016, elle dit recevoir 2 coups de fil d'un numéro inconnu. 2 appels, 2 jours de suite, à la même heure. Quand elle décroche, elle entend une voix d'homme qui la menace et qui lui rappelle que ses enfants la détestent.
Gus rejette la faute sur l'ex-mari d'Emmanuelle, selon ses dires. Après ça, elle tente de se suicider. C'est sa façon d'appeler à l'aide. Je reçois les 2 appels à 9h du matin, 2 jours de suite, sur un fixe qui est sur liste rouge quand même. Et 1 heure après les 9h, vers 10h, là, je prends un verre de rhum, je prends 2 gorgées et je prends 8 cachets d'Exomil. Des gros cachets sécables, ovales, blancs. Et lui dira que j'ai pris du Xanax. Je me suis fait un cocktail. Et que j'ai pris 2 verres de rhum. Jamais j'ai pris 2 verres de rhum. Cette tentative de suicide, elle ne tient pas la route, dans le sens où, quelques jours après, je devais aller en métropole, récupérer mes enfants pour passer du temps à Noël avec elle. Donc j'avais un but, en fait. Il y avait quand même une rencontre. Mais il y avait un manque certain, mais une remise en question et un malaise que je ne gérais pas. Je ne comprenais pas, en fait, ce malaise. Je ne l'ai pas du tout géré. Je n'ai pas compris. Ça m'échappait et je ne gérais rien. Avant, je suis tombée très malade. J'ai été hospitalisée pour le chikungunya, la dengue et le Zika. J'étais dézinguée, très fatiguée. J'étais beaucoup plus sujette à choper n'importe quoi, d'être très très peu costaud pour combattre cette saleté de moustiques, parce que je mangeais très peu. Et si je faisais à manger, c'était surtout parce qu'il fallait qu'il mange. C'est dingue. Donc je m'oubliais beaucoup en fait au niveau de l'alimentation. Et après le Zika, chikungunya et la dengue, j'étais sous complément alimentaire parce que je n'arrivais plus à ingurgiter quoi que ce soit. Et je suis restée très longtemps fatiguée début décembre, courant décembre. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, j'ai été complètement déstabilisée, détruite, pas sûre de moi. Et ouais, je vais passer du temps un petit peu à Noël, ça va pas très bien se passer. Et puis je vais revenir en Martinique, et du coup ça va agrémenter tous ces petits arguments, et je vais vraiment être très attachée à lui et me rattacher à lui parce que j'ai plus que lui, quoi. C'est comme si j'avais plus d'enfants, plus de famille. Puis je suis en divorce avec mon ex-mari, donc ça se passe très mal. En fait, je deviens comme une idiote de marionnette. J'aime mes enfants. Et là, j'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient plus. J'ai été persuadée que mes enfants ne m'aimaient plus et que le manipulateur, la personne à éviter était mon ex-mari. Et je l'ai cru, mais de A à Z. Je suis tombée dans le panneau, je suis tombée comme un monde parallèle qui malgré tout me convient, mais qui me perturbe et qui m'alerte à certains moments. Et je reprends un peu pied à certains moments en me disant, c'est pas ça que je veux. L'ex-mari d'Emmanuelle, Jean-Louis, a accepté de nous répondre. Il corrobore tout ce qu'elle déclare et a même enquêté pour compléter sa version des faits. Selon lui, Gus est un véritable manipulateur et l'avoir vu au tribunal a renforcé cette idée qu'il avait de lui. J'ai retrouvé quelqu'un qui était totalement déstructuré. C'était plus du tout la même personne. Est-ce que c'est la soumission chimique ? Je ne le sais pas, mais une chose est sûre, c'est que j'ai acquis la certitude que la manipulation n'avait qu'un seul but, et je l'ai dit et j'en ai apporté toutes les preuves financières, tout au moins financièrement. Il n'a eu qu'un seul but, c'est de profiter d'elle. Quand il a connu Emmanuelle, elle roulait en Porsche Macan, elle avait aucun souci d'argent et elle payait tout. Et elle était sous une emprise totale. Voilà. Et je lui ai apporté ce qu'elle n'avait peut-être plus dans notre couple. Je me suis aperçu très très vite qu'elle était manipulée, puisqu'il n'y avait que des choses, que des châteaux en Espagne qui lui proposaient et rien ne fonctionnait. Mais elle m'incendiait d'invectives plus fortes les unes que les autres dès que je la mettais face à cette réalité. Et je n'ai pas cessé de la mettre devant la réalité de cette manipulation dont je me suis rendu compte très rapidement. J'ai vu assez rapidement, mais Emmanuelle était dans le déni total. J'ai été, et je pense que la manipulation a été très bien faite, j'étais l'homme à abattre, qui l'avait empêché de s'épanouir. Il l'a même emmené à la gendarmerie pour qu'elle m'accuse de viol. C'est lui qui l'a emmené. Il a dit, il faut que tu accuses de viol ton ex-mari. Je pense qu'il préparait déjà des choses. Et Emmanuelle est rentrée dans la gendarmerie. Et puis, devant les gendarmes, elle dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça, plein d'éléments de
qui concourt comme ça à penser que elle a été vraiment mise dans une situation de dépendance. Il est vrai que j'ai entendu cette personne dire donne-lui un médicament et d'un coup j'ai eu un choc durant notre vie commune. Emmanuel n'a jamais pris un seul médicament. Donc c'est un des éléments qui m'a fait penser que effectivement elle pouvait être sous emprise de calmants en permanence. Au début de l'été 2017, Emmanuel apprend du jour au lendemain que Gus est licencié. Il doit quitter l'île au plus vite, et elle aussi. Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Je comprends rien du tout. Et donc, il va m'annoncer qu'il faut qu'il parte parce qu'il a trouvé un travail pendant 3 mois. Moi, je vais donc pendant un mois travailler sur le déménagement, aller en croisière pendant une semaine. Et là, silence radio, je ne communique pas avec lui, j'arrête même mon portable. Je me déconnecte totalement. Il n'arrête pas de m'appeler avant que je rentre en France, il n'arrête pas de m'emmerder. Et je suis dans un dernier temps hébergée chez des amis au Diamant. Et là, ils me disent, mais il est comme ça tout le temps ou c'est exceptionnel? Non, il est comme ça tout le temps. En fait. Comment tu fais? J'en peux plus. Mais pourquoi tu rentres? Parce que je veux rentrer parce qu'il y a mes filles aussi. 4 septembre 2017, j'arrive à Paris. Il s'avère que je rentre pour mes filles, mais que la seule personne à m'accueillir et à être chauffeur, taxi, tout ce que vous voulez pour vous rendre service, c'est lui. Il est là, il est toujours là. Et il est gentil quand même. Et donc, à Paris, il m'accueille. Et quand je le vois, en fait, je me dis, purée, en fait, je l'aime pas. Il y a un truc qui va pas, je l'aime pas. Et il me fait des sourires. Et ces sourires, je les supporte plus aujourd'hui. On part dans son véhicule de fonction, il me rapatrie. Et là encore, je vois pas le parcours. Les notions de distance, j'en ai plus. Je repars dans un autre, encore le même truc. Quoi. J'ai plus la notion du temps et de la distance, c'est dingue. Et ce qu'il faut que je dise aussi, c'est qu'à l'aéroport, il m'a imposé un portable neuf. Alors que je lui dis non, j'en ai un. Il dit oui, mais tu as un abonnement Dom-Tom. Je lui dis je m'en fous, je change l'abonnement, je me débrouille. Il m'offre un portable neuf, déjà programmé, avec une carte. Tout est prêt et il est déjà piraté. Et je repars sur un portable piraté. Là, il avait carrément préparé le coup parce qu'en mettant l'iCloud, il avait mis une adresse, son adresse mail par défaut. Donc il a accès à toute votre vie? À tout. Tout ce qui est sur mon portable, il l'a, en direct. Et une des personnes qui était proche à moi en soirée l'a pris en flag, en train de, sur son portable, de lire mes messages Messenger. Et elle lui dit, écoute, c'est pas bien ce que tu fais. Puis là, oui, mais tu sais, j'ai peur que Emmanuel me trompe, donc je préfère savoir. Là, elle communique toujours avec son ami Régis. Bah oui, mais c'est une meilleure amie. Il est jaloux? Ouais, il est super jaloux. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais c'est pas grave. Et en fait, je relève pas plus que ça parce que j'ai rien à cacher, en fait. On vit pas ensemble, mais il est souvent très demandeur, en fait. Il fait même des faux usages de faux pour que pendant des périodes de Covid, je puisse aller le rejoindre. Ce que je refuse. Mais plus ça va, plus c'est à moi de me déplacer. Je suis à sa disposition, mais je refuse, en fait. Et j'en ai marre. Et il vient quand il peut pour se faire entretenir, loger, nourrir, blanchir. La totale, mais... c'est simplement le premier confinement que l'on passe ensemble, 3 semaines. Je me souviens qu'un après-midi, il m'a dit est-ce que tu veux aller marcher? Il insistait et tout. Je dis non, j'ai pas de force. Et en fait, j'avais pas la force d'aller marcher. Et je me reconnaissais pas en fait. J'ai plus du tout envie qu'il vienne dans ma maison. Je voudrais être tranquille. Je suis autonome. J'ai pas besoin de lui. Mais en fait, entre-temps, il m'a totalement vidé mes comptes en fait. Et que s'il ne me remboursait pas ce qu'il me devait, je pouvais pas m'en sortir financièrement. Tout part en vrille, en fait. Et qui je vois se pointer à 23h chez moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, j'avais envie de te voir. Je dis, non, je t'ai dit que tu venais plus chez moi. Et en fait, il me dit, mais je t'aime trop fort et tout. Et c'est super, c'est attendrissant, quoi. Je me dis, waouh, je suis vachement rude avec toi. Et je me dis dans ma tête, je suis trop rude avec lui. J'ai encore des sentiments et à la fois, non. Enfin, il me dégoûte, enfin, il m'énerve. Il y avait un truc qui me disait au fond de moi, dégage-le. Mais dégage-le. C'est cette fois où ça a clashé. Parce qu'à 6h, je me suis réveillée toute berzingue, je saute de mon lit. Je prends ma douche et je me prépare pour partir. Et là, il se met au travers de la porte baie vitrée de chez moi. Il m'a empêché de sortir de chez moi pour pas que je sois à l'heure. J'ai dit, écoute, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Et puis, il n'y a pas anguille sous roche. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Donc, si tu veux venir nous aider, c'est maintenant. Donc, viens avec moi. Il n'y a rien à me reprocher. Mais par contre, oui, j'avais l'intention de ne plus te dire ce que je fais. Je n'ai pas de compte à te rendre. Donc, t'es là. Et puis, prends ton petit déjeuner tranquillement parce que d'ici 1 heure, je suis là.
Et là, il me dit: «Tu fais un choix, c'est lui ou moi». Il n'y a pas à choisir parce que je suis avec toi en ce moment et je suis pas du tout avec Régis, je vais aider Régis. Il me plaque au sol et avec ses genoux, il me les met sur les avant-bras et j'ai hyper mal. «Tu me touches plus, tu me laisses sortir de chez moi et tout». Et là, il me dit: «Tu me rends le portable». J'ai dit: «Mais tu sais, je viens de te dire que j'avais 2 portables. J'ai déjà, compris que tu m'avais, certainement détourné mon portable, il y a un truc qui va pas». Tu es toujours au courant et là, ça va dans ce sens, c'est que tu savais que j'étais avec Régis. Et je sors mon portable et là, il me donne, un coup dans la main pour que le portable tombe et il essaye de récupérer le portable et à un moment, il remet son pied dessus pour le casser. Là, je me dis: «Il est en train de casser les preuves, en fait. Il est en train de détruire une preuve». C'est le diable, c'est plus l'ange du tout. Et je dis: «Écoute, ce que je vais te proposer, c'est que, de toute façon, je vais aller mettre le bateau de Régis à l'eau. Quand je reviens, dans 1 heure, tu es plus là». Et ça l'a vachement vexé parce qu'il tenait pas le truc, en fait. Et là, je suis ferme et c'est définitif. Tu dégages de ma vie. Et je sais déjà qu'il y a quelqu'un d'autre, mais j'en ai pas la certitude. Mais bon, vis ta vie, fais ce que tu as à faire, mais je sais pas ce que tu fous là. Et ne viens plus chez moi à des heures indues, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, parce que ça prouve que j'ai raison. In extremis, je récupère les 2 portables, je me tire et je vais mettre le bateau à l'eau. Et quand je reviens, il est parti, en effet, mais il m'a tout piqué. Il a fait la razzia dans ma maison. Après que vous ayez mis officiellement un terme à votre relation avec Gus, Mmh. vous sentez à ce moment-là aussi que votre santé commence à redevenir mieux. Mieux et pas bien, parce qu'en fait, je suis en manque. J'ai d'autres soucis, mais c'est pas les mêmes et je dors, beaucoup moins. Je suis hyper stressée. Je peux vous dire que si j'avais pas fait de sport, si je m'étais pas bougée un petit peu pour marcher, je pense que j'aurais pété un câble. Je me suis défoulée sur, les conseils de la personne qui me suivait. Défoulez-vous, défoulez-vous. J'ai fait des cauchemars dantesques. J'ai, réalisé, dans l'année qui a suivi, plein de choses. En parlant, j'ai remarqué que tous mes cauchemars étaient, significatifs de ce que j'avais vécu. Pourquoi est-ce que j'avais les yeux totalement explosés? J'ai une cataracte qui a évolué extrêmement vite. J'avais des kératagies aigus. En 6 mois, j'en avais plus. J'en avais depuis que j'étais avec lui. Un eczéma en septembre 2020 qui est toujours là. J'ai toujours cet eczéma-là, dans les 2 zones, des tempes, avec un zona aussi. En septembre, j'ai tout eu, hein. Et justement, c'est cette psy du moment qui, en fait, me fait savoir qu'il faut aller plus loin. Mes cauchemars sont, à interpréter. Pourquoi est-ce que au travers de mes paupières, quand mes yeux sont fermés, je vois de la lumière? Pourquoi est-ce que mes paupières deviennent comme je vois comme du végétal, en fait, des feuilles? Je vois des nervures au travers de mes paupières et ça me fait vraiment flipper. Et en fait, je réalise, en écoutant, Sandrine Josso, la députée qui est sédatée par le sénateur, Guerriau, et elle dit dans son témoignage, premier témoignage à chaud: «Monsieur Guerriau jouait avec l'intensité de la lumière». Et là, je me dis: «Intensité de lumière, lumière dans mes yeux». Combien de fois je me suis réveillée à 3h30 du matin, 4h du matin, avec des douleurs impossibles à gérer, excusez-moi, des douleurs anales et à gérer ça toute seule en pleurant et parce que lui était quand même éveillé, mais s'occupait pas de moi et comprenait pas que je fasse une fixette sur mes douleurs, bien sûr. Fallait surtout pas qu'il me dise quelles étaient les raisons de mes douleurs et qui, assis dans le lit, prétendant, jouer au Scrabble en ligne. Et je me souviens que quand je venais me coucher à nouveau, je dis: «Est-ce que tu pourrais orienter ton écran un petit peu différemment? Parce que là, ça m'embête, ça m'empêche de dormir». Quand on met de la lumière et qu'on impose de la lumière dans l'œil, en fait, ça amplifie l'effet des sédations. Vous faites une fixette, en fait, quand vous avez vécu quelque chose, pour en comprendre, les causes, les conséquences, les conditions dans lesquelles vous avez été, en fait, sédaté. Moi, je savais déjà que j'étais sédatée, hein, mais je connaissais pas le terme sous soumission chimique, par exemple. Alors j'avais souvent, des nausées, j'avais souvent envie de vomir, des hauts de cœur, des maux de ventre aussi, des angoisses, j'étais suicidaire. C'est dingue, j'étais suicidaire et l'a été la précédente victime, sans raison. J'ai même fait des mammographies, hein, pour voir si j'avais pas un cancer, quelque chose qui fait qu'un taux est amoindri, que ça joue en fait sur le psychisme et tout. Et tout le monde, autour de moi me disait: «Oui, tu as quelque chose, mais tu as pas de cancer, arrête». Et à un moment donné, j'ai même pensé que j'étais hypocondriaque, alors je ne le suis pas. Et j'ai eu peur de tout, déclencher des frayeurs, pas possibles. Je me rends compte que je suis sédatée aussi parce que combien de fois on a fait des trajets importants en voiture avec ma voiture
Et il me proposait même un oreiller. Il anticipait sur le fait que j'allais dormir. Je ne me rappelais pas du tout, je me rappelle pas du trajet. C'est énorme. Il a certainement fait des pauses. Ben non, enfin, je ne me rappelle pas. Il y a plein de choses comme ça. J'étais encore avec lui, hein, et je pensais à ces moments et je dis mais je ne me rappelle pas du trajet. Il dit bah, tu t'étais assoupi. Ouais, mais à ce point-là, je ne me rappelle pas du tout des étapes. J'ai trop de mémoire, j'ai les mêmes symptômes que la précédente victime. Parce que j'ai beaucoup parlé avec la précédente victime. Je voulais savoir ce qu'elle vivait, comment elle vivait. Et elle m'a dit qu'elle était totalement amochée aujourd'hui, hein. Elle a une mémoire euh, euh, à l'instant, mais quand elle doit fouiller dans sa mémoire, ça pose un grave problème. Elle n'arrivait plus à lire. Elle a même perdu anormalement du poids et elle sait qu'elle était étranglée. Vous vous rendez compte? Figurez-vous que ce n'est pas la démarche juridique tout de suite. Ce qui me prend les tripes, c'est que je réalise qu'en fait, il me doit énormément d'argent, j'en sais même pas le montant. J'étais hyper soulagée, heureuse de l'avoir mis dehors. Et à la fois, j'ai vite repris le cours de ma vie et vite réalisé que c'était pire que ce que je croyais, parce que je pense que j'avais autre chose qu'un détournement d'argent. Il y avait autre chose, mais quoi? Et oui, j'ai compris que j'avais été sédatée, mais quel était le but exact? Est-ce qu'il avait vraiment abusé de moi 5 ans? Il s'est avéré que d'après, oui, les démarches que j'ai faites auprès de toutes les personnes qui l'ont connu, oui, elles aussi, et n'osaient pas le dire parce qu'elles avaient peur que ce soit classé en suite et ridicule, et qu'on ne les croie pas, et que ce soit très violent et trop long pour qu'elles tiennent dans le temps. Emmanuelle n'est pas seule à penser avoir vécu des violences. Alors elle commence à chercher en ligne des personnes avec qui partager son histoire. C'est comme ça qu'elle rencontre Marine Montier. Je suis actuellement auto-entrepreneur. Je fais principalement de la communication sur les réseaux sociaux et des plans de communication. Ensuite, pour le perso, en fait, je suis une maman de 3 enfants, dont le petit dernier que j'ai eu avec ma dernière relation. Cette relation s'est mal terminée, j'ai subi des violences conjugales. On croit vraiment que la personne en face de nous est, comment dire ça, et ne nous fera pas de mal, etc. On l'identifie, enfin, on lui donne des bonnes intentions qu'elle n'a pas, et en fait, on n'imagine pas que tout ce schéma pervers derrière, qu'on peut nous faire, et en fait, c'est juste en parlant qu'on se rend compte que, bah, oui, c'était pas normal, avec le recul, on se dit: «Mais c'est complètement, en fait, j'aurais dû m'en rendre compte avant», on est tellement, enfumé par cette emprise, qu'elle soit psychologique ou même chimique, parce que je pense qu'Emmanuelle, elle a eu les 2, que ça devient fou, en fait. La plupart des auteurs des crimes, de ce type, c'est, des personnes qui sont proches, et c'est pas, un violeur, lambda dans une fête, dans une boîte de nuit, et qui abuse de la victime. C'est ce qu'on voudrait croire, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont, très proches de nous. Ça peut un conjoint, un cousin, un père, un frère, et c'est ça qui est navrant, et pour moi, c'est ça aussi qu'il faut pouvoir, démontrer, devant tous et mettre en avant. C'est que, les personnes qui agressent, sont proches de nous. Emmanuelle dit ne pas s'être rendue compte de ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, elle dit avoir été sous emprise. Ce concept est bien connu par Vigdis Maurice Herrera. Elle a subi des violences conjugales, elle est dirigeante de la société Opal et a également échangé avec Emmanuelle sur son histoire. Moi, j'aime pas trop le terme d'emprise, parce que l'emprise, c'est comme quand, à mon sens, à moi je le ressens comme tel, c'est comme quand on dit elle s'est faite violer. C'est pas la victime, c'est pas la victime qui est la voix active, quoi. C'est l'agresseur. Dans le langage commun, on accepte de plus en plus l'idée d'arrêter de dire elle s'est faite violer, mais elle a été violée ou un homme l'a violée. Ben, je préfère la notion de contrôle coercitif, parce que ça place la responsabilité sur l'agresseur. Parce que le contrôle coercitif, ça ne s'intéresse pas à la question de pourquoi elle est restée,
comme l'emprise, mais comment est-ce qu'il s'y est pris pour qu'elle reste? Mon agresseur, donc, qui est un homme violent sexuellement, avait pour habitude de me répéter que si je refusais, c'était moi qui avais un problème, qui était frigide et qui avait un gros problème avec le sexe. Vous imaginez, vous avez beau savoir que, bah non, un gangbang, c'est pas trop votre délire. La personne avec qui vous vivez au quotidien, elle vous explique que vous avez bien de la chance qu'elle accepte de rester avec vous parce que vous avez vraiment un gros problème. C'est anormal. Et puis toute la journée, cette personne, elle va vous envoyer des articles de blog de nanas qui témoignent de comment c'était trop génial, le gangbang à 48. Et votre quotidien, c'est ça. Pour vous expliquer qu'en fait, c'est vous qui avez un problème de ne pas être excité par cette idée. Donc, c'est exactement ce genre de choses qui est en place dans les violences. Savoir que l'on a été victime, prendre conscience de l'ampleur du problème, tenter de se reconstruire. Mais quelle est la prochaine étape? Porter plainte? Pourquoi faire? Dans le prochain épisode, vous entendrez à nouveau les voix d'Emmanuelle, Vigdis et Marine. Elles ont toutes les trois dû faire face à la justice. Vous entendrez également une avocate spécialiste des violences corporelles. Nous vous rappelons que toutes les réponses apportées par l'avocat de Gus sont disponibles en annexe de ce podcast sur notre site internet assoninsu.com. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast À son insu. Merci aussi à l'AFP qui nous a permis d'utiliser des extraits de ces vidéos du procès Pellico. Si vous pensez être victime de violences sexistes et ou sexuelles, contactez le 39 19. À son insu, le podcast. Épisode 1. Emmanuelle et Gus. Réalisé par Laurie Gieco et Claire Terry.